se retrouve donc sur le Pépé avec donc la prochaine présentation. Donc c'est le fabuleux voyage de la langue polynésienne avec Robert Kuning et Jacques Vernaudon qui vont intervenir. Donc je vais les inviter à prendre la parole. C'est à vous. Ça y est, la captation vidéo est lancée. Vous pouvez y aller. Bien, c'est une lourde page que de présenter le livre de Jean-Claude Terreiro-Iterey, parce qu'en pensant à ce livre, on pourrait penser surtout et imaginer ce qu'il aurait fait et le magnifique Orero qu'il aurait lancé. Mais finalement, je ne suis pas seul pour parler de ce livre de Jean-Claude. Il y a Diana qui est avec nous et que nous accueillons sur le pépé de Orihiro. Et puis il y a aussi Jacques Vernaudon qui nous a aidés à achever ce livre. Alors c'est vrai, ce livre, c'est le dernier travail de Jean-Claude, parce que jusqu'au bout, au cœur de sa maladie, dans la bulle stérile à Paris, il a continué à travailler et à correspondre avec nous et à améliorer son texte jusqu'à la fin. Et c'est lui qui avait choisi cette étonnante couverture d'Andreas Detloff. Fabuleux voyage, c'est bien sûr Jean-Claude qui avait choisi ce titre parce que c'est un fabuleux voyage et je vous invite tous à voyager à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, puisque nous remontons à 5000 ans en arrière, et dans l'espace, puisque ça va couvrir tout le Pacifique. Dans le temps, jusqu'aux origines de la langue tahitienne, c'est-à-dire jusqu'à la langue austronésienne, et dans l'espace, puisqu'il y a environ 10 000 kilomètres qui nous séparent de Taïwan, Tahiti de Taïwan. Partir à la rencontre des mots tahitiens, avant qu'ils ne deviennent tahitiens, avant qu'ils ne naissent tahitiens, c'est partir à la racine des racines, c'est-à-dire c'est un livre d'étymologie et pour ainsi dire, c'est le premier livre en français de l'étymologie des mots tahitiens. Partir à la rencontre des racines dans le temps ancien, partir à la rencontre de toutes les langues qu'ont côtoyé tous ceux qui allaient devenir polynésiens d'abord et tahitiens par la suite. C'est un voyage vraiment fabuleux. Et je voudrais dire que je ne suis pas seul dans ce voyage, puisque j'ai un compagnon de route, Jacques Verdondon. Mais il faut dire que le travail de Jean-Claude, ce n'était pas un travail en solitaire. C'était un travail qui reposait sur le Polex, c'est-à-dire cette banque de données des langues océaniennes qui avait commencé avec BRICS en Nouvelle-Zélande et le Polex qui se trouve actuellement au bord de la Baltique. Le livre qu'a fait Jean-Claude, c'est un livre qui est aussi fait à partir d'un livre australien, le Lexicon of Proto-Oceanic Language, publié par Pacific Linguistics. Et nous avons eu la chance, grâce à toi Jacques, de pouvoir publier les cartes de ce très grand travail de ce lexicon. Et 18 des 19 cartes qui figurent dans le livre, nous les avons eues grâce à l'autorité, à l'amabilité des chercheurs australiens. Ça veut dire que réellement nous ne sommes pas seuls. Et puis il faut dire en un seul mot, le livre de Jean-Claude, il est tout simplement utile et nécessaire. Utile, mais c'est Jacques qui va développer ce point de vue. Nécessaire, je crois que c'est Jacques qui va le dire. Merci Robert. Merci pour cette introduction. Et puis merci beaucoup à vous deux, à Robert et Denise, de m'avoir associé à cette aventure. Comme je l'explique dans la préface de l'ouvrage, en fait, Jean-Claude m'a sollicité j'ai eu une conversation téléphonique en fait avant qu'il ne parte en France pour son traitement, et il me parlait de son livre en gestation.
Et il m'avait dit, bah, je t'enverrai une copie si tu veux bien me donner ton sentiment. Et donc, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir cet échange avec lui. Et j'ai découvert ce manuscrit grâce à vous deux, quand vous m'avez sollicité. Et donc, effectivement, comme l'expliquait Robert, c'est une chance extraordinaire pour le public francophone et le public de Polynésie française, puisque Jean-Claude fait la synthèse dans cet ouvrage à la fois de ses propres connaissances et de sa grande érudition sur la langue et la culture tahitienne en particulier et polynésienne en général, et donc des connaissances puisées dans deux sources que Robert a citées. Donc le Polex, le Polynesian Lexicon, et puis le lexique de linguistique, enfin des langues océaniennes. Alors oui, pourquoi est-ce que c'est un ouvrage à la fois utile et nécessaire? Alors utile d'abord parce que justement, il permet d'accéder en langue française à une somme de connaissances disponibles aujourd'hui sur non seulement le tahitien, les langues polynésiennes, mais aussi les langues austronésiennes en général. Je rappelle brièvement que le tahitien appartient à un groupe linguistique qu'on appelle le groupe des langues polynésiennes. Il y en a une quarantaine. Elles s'étendent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec une langue comme le taku, par exemple, qui est parlée, qui est une langue polynésienne, qui est parlée donc dans la zone géopolitique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis vous avez deux langues polynésiennes qui sont parlées en zone micronésienne. Et puis, évidemment, les langues qui sont... Alors, ce sont des langues qui sont excentrées par rapport au triangle polynésien, donc on les appelle les outliers en anglais. Donc elles sont moins connues ici, mais elles sont tout aussi importantes du point de vue de la reconstruction historique. Donc ça, ce sont la quarantaine de langues polynésiennes qui s'étendent sur l'ensemble du Pacifique, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à l'île de Pâques. Et ces 40 langues polynésiennes, elles entrent elles-mêmes dans un groupe plus large qu'on appelle les langues océaniennes. Il y a environ 400 langues océaniennes, rattachées au phylum des langues océaniennes. Et les langues océaniennes sont elles-mêmes un sous-ensemble, un ensemble linguistique encore plus vaste, qu'on appelle la famille austronésienne. Et au total, il y a à peu près 1000 langues austronésiennes, et la famille austronésienne s'étend de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques. N'aie pas peur, Robert, hein, c'est pas pour dire que c'est fini, c'est juste pour faire une annonce en parallèle. Donc excuse-moi de te couper la parole 5 secondes, c'est juste pour dire que dans le coin cuisine, il y a une démonstration culinaire, donc pour ceux que ça intéresse, ce serait pas mal. C'est des gens qui ont fait le déplacement depuis Reiatea, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire un petit tour. Merci, désolé pour la petite interruption. Pas de souci. Et donc, la famille austronésienne, en fait, elle est identifiée depuis à peu près 3 siècles. Donc ça fait 300 ans. Ah oui, parce qu'en fait, dès les premières circumnavigations, vous avez des navigateurs qui sont revenus avec des listes de mots, et en particulier pour l'ensemble qu'on appelle aujourd'hui l'ensemble austronésien, vous avez un philologue hollandais, Adrien Reland, qui est le premier à observer les proximités entre le futunien et les langues malaises. Et c'est le premier à faire l'hypothèse d'une famille linguistique commune. Et depuis 300 ans, vous avez comme ça une accumulation de connaissances scientifiques sur l'histoire de ces langues, et donc sur l'étymologie finalement aussi des mots. Et c'est vrai que cette information, elle est publiée massivement en anglais, donc il y a beaucoup de connaissances diffusées en anglais, mais assez peu en français. Et donc voilà, ça c'est la première, c'était pour la première observation sur l'utilité de cet ouvrage, c'est-à-dire qu'il permet de vulgariser, de diffuser ici, localement, en langue française, de l'information étymologique sur les langues polynésiennes en général, et plus particulièrement sur le tahitien, en appui sur cette connaissance scientifique dont Jean-Claude était parfaitement informé et qu'il a su restituer dans cet ouvrage. Nécessaire. Nécessaire, pourquoi? Parce que, justement, à défaut de connaissances scientifiques sur les langues, souvent, et c'est un exercice très pratiqué ici, souvent les gens reconstruisent ce qu'on appelle les étymologies populaires, c'est-à-dire qu'ils inventent des étymologies. Alors, en soi, mon propos n'est pas normatif, ne cherche pas à juger, mais c'est vrai que parfois on est surpris d'entendre, y compris dans des discours, dans des présentations très officielles en fait, des propositions d'étymologie qui sont franchement très farfelues, si je peux me permettre, parce qu'elles sont formulées par des personnes qui ne se sont pas informées de ce que c'est que la reconstruction historique, de ce que c'est que l'étymologie, et quelles sont les méthodes utilisées pour faire de la reconstruction. Je rappelle que faire de l'étymologie sur les langues océaniennes, ça ne va pas de soi, puisqu'on n'a pas de trace écrite. Quand on fait l'étymologie sur le français, on peut remonter aux sources, au moins aux sources latines du français, parce qu'on a assez facilement accès à des sources écrites.
Et donc on peut prouver que, par exemple, le mot école vient de scola, etc., parce qu'on a des traces écrites du latin, qui est la langue mère donc du français. En revanche, pour les langues océaniennes, les langues polynésiennes, on n'a pas de traces écrites plus vieilles de 200 ans, ou voire 250 ans. Et donc, la reconstruction des formes anciennes, hein, Robert vous a dit que le voyage démarre il y a 5000 ans, 5500 ans pour Taïwan. Et donc, aujourd'hui, les linguistes sont en mesure, grâce à des méthodes très précises, très rigoureuses, de reconstruire des formes qui ont 5500 ans, en l'absence de traces écrites. Et ça, c'est fascinant. Et donc, il existe des méthodes très précises, très rigoureuses, qui se sont élaborées depuis 300 ans, puisque ça fait 300 ans qu'on a cette expérience épistémologique, hein, ce cheminement intellectuel pour construire cette méthode de reconstruction historique à partir de formes contemporaines. Mais c'est une démarche qui est d'abord très rigoureuse, qui repose sur des méthodes qui prennent du temps, etc. Et même le raisonnement, pour comprendre la mécanique du raisonnement, pour remonter dans le temps, ça nécessite un certain travail intellectuel pour comprendre comment on procède. Et cet exercice-là, rigoureux, qui nécessite du temps, ce n'est pas forcément un exercice auquel on se livre facilement. Et donc c'est pour ça que les gens ne s'informent pas et préfèrent inventer des étymologies qui n'en sont pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Et je ne vais pas le prendre en tahitien, justement, pour blesser personne, ne viser personne. Je vais vous prendre l'exemple du mot choucroute. Quand on demande aux gens dans la rue qu'est-ce que ça veut dire choucroute, alors vous savez tous ce que c'est qu'une choucroute, eh bien les gens assez facilement répondent choucroute, ça doit être chou plus croûte. Parce qu'après tout, dans la choucroute, il y a du chou. Et puis dessus, on pourrait dire que ça forme une sorte de croûte, après tout. Bon, ok. Donc ça s'appelle une étymologie populaire. En fait, le mot choucroute ne vient ni de chou ni de croûte, mais vient de l'allemand Sauerkraut. Et chou, ça vient pas de chou, ça vient de Sauer, qui veut dire fermenté. Et croûte, ça vient pas de croûte, ça vient de Kraut, qui veut dire herbe. Donc Sauerkraut, ça veut dire herbe fermentée. Vous voyez, bon, mais pour savoir ça, il faut faire d'allemand, etc. Vous voyez, donc il faut monter un cran au-dessus de la simple connaissance immédiate de la langue que l'on parle. Ben là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que pour faire de la reconstruction historique sur le tahitien, il ne suffit pas de parler tahitien, il faut accepter de se plonger dans l'étude de... Alors si on est sur l'échelle des langues polynésiennes, de la quarantaine de langues polynésiennes, mais si on veut remonter un peu plus haut, il faut regarder 400 langues océaniennes, et puis si on veut remonter encore plus haut jusqu'aux langues austronésiennes, 1000 langues austronésiennes. Vous imaginez bien, ça suppose de manipuler des bases de données énormes, c'est parfois des vies entières qui sont consacrées au travail de reconstruction, et donc ce n'est pas une mince affaire. Et donc là, j'en reviens à mon propos, on a ça synthétisé pour le tahitien dans un ouvrage, et donc ça permet à la fois donc, de s'informer, et j'espère d'éviter désormais de reconstruire de manière un peu farfelue les étymologies du tahitien. Et pour rebondir un peu sur l'idée de Jean-Claude, c'est vrai que c'est un ouvrage tout à fait sérieux et pratique, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est un ouvrage qui peut être lu n'importe comment. Je veux dire par là, on peut le feuilleter, on passe de l'environnement à la faune, à la flore, etc. Et ça veut dire qu'on voit défiler, en tournant les pages, un certain nombre de mots de la langue tahitienne, et chacun de ces mots est passionnant. Pourquoi le mot taro, par exemple, est resté presque identique à lui-même dans tout le Pacifique? Pourquoi est-ce qu'il a gardé ses racines austronésiennes et qu'on parle au fond un peu austronésien actuellement? Et pourquoi d'autres mots, par exemple, le mot Umara, pourquoi c'est un mot étranger, quechua, pourquoi il a gardé sa forme dans cette partie du Pacifique Sud? Moi, je pense que regarder l'histoire des mots, telle que l'a fait Jean-Claude, voir l'histoire des mots, c'est pas simplement voir l'histoire des mots, mais c'est voir l'histoire des plantes, c'est voir l'histoire des oiseaux. Ça, ce sont les questions qui nous intéressent beaucoup à Hairepo, mais c'est de voir l'histoire de la vie elle-même à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu venir entourer des livres qu'aimait bien Jean-Claude Terriero-Iterei. Il aimait bien le Davis, le premier dictionnaire de la langue tahitienne, publié en 1851. Et c'est pour ça que je l'ai emmené. Il aimait aussi
parce qu'il était fasciné par ceci, j'ai apporté aussi cette histoire de l'écriture de la langue tahitienne, qui porte un mauvais titre au pied de l'écriture, mais c'est l'histoire de l'écriture elle-même. Pourquoi le 18 mars 1805, on a choisi, plutôt que d'utiliser ou de se baser sur les phonèmes de la langue tahitienne, pourquoi est-ce qu'on a plutôt choisi les lettres de l'alphabet britannique? Ça a changé ça a vraiment changé la langue. Et c'est pour ça que, d'après Jean-Claude, un tiers des mots qui sont parlés dans la langue d'aujourd'hui, un tiers des mots sont d'origine austronésienne, mais les 2 tiers sont d'origine océanienne. C'est-à-dire que ce sont des mots qui ont fait le voyage dans tout le Pacifique. Et moi, je pense que cette invitation au voyage que nous propose Jean-Claude, c'est une invitation à se prolonger, à avoir des racines très très longues et des racines sur lesquelles on peut compter. Mais, alors, ce que je peux dire, parce que nous nous approchons de la conclusion, tout ce que j'espère, et ça c'était aussi l'espoir secret de Jean-Claude, c'était que les gens d'aujourd'hui, ceux qui parlent la langue tahitienne, ou ceux qui ne la parlent pas mais qui l'aiment, par exemple, ceux qui s'intéressent à la langue tahitienne voient brusquement la profondeur de la langue, une profondeur dans le temps et dans l'espace. Et peut-être le souhait que l'on a fait, que l'on peut émettre aujourd'hui, c'est qu'il y a le fabuleux voyage de la langue tahitienne. Peut-être un jour, y aura-t-il le fabuleux voyage de la langue marquisienne. Peut-être un jour, il y aura le fabuleux voyage de la langue Paumotu ou de la langue des Australes. Pour terminer, juste un tout petit mot. Si vous vous intéressez à l'histoire des mots, à l'histoire des noms, à l'histoire des noms personnels, eh bien Jean-Claude, en changeant un peu de méthode, bien entendu, à ce moment-là, il s'est intéressé au véritable nom des Pomarés. Pomaré, c'est le nom d'un boulevard, bien entendu. Mais quelle est l'essence de ce mot? Quelle est la responsabilité de ce mot Pomaré? Ou encore, une autre tarte à la crème. Quel est le vrai nom de Tupaya? De Tupaya, cet informateur de Parkinson, cet informateur de Matra. Comment s'appelait Tupaya? Jean-Claude était fasciné par ce genre d'énigme, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil et peut-être d'acheter ce livre de Jean-Claude Terriero Iterai. Si vous avez des questions, à mon habitude, j'essaierai de ne pas y répondre, mais vous aurez plus de chance avec Jean-Jacques Vernaudon. Ça y est, on est au moment des questions, c'est ça? Est-ce qu'il y a des candidats? J'entends le bruit du vent. Bah, s'il n'y a pas de questions, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Le bruit du vent, Jean-Claude a publié Une rose des vents de la fin du XVIIIe siècle. Et lui qui était très intéressé, Jean-Claude qui était très intéressé par la navigation traditionnelle, lui qui était intéressé par la question du temps océanien, qui était intéressé par le calendrier lunaire, par le nom des planètes, par le nom des étoiles, la manière de naviguer. Eh bien, Jean-Claude a étudié le nom des vents, ces vents dans le Pacifique qui ont permis aux pirogues et aux mots de devenir tahitiens. Je t'ai créé une passerelle sans faire exprès, tiens. Est-ce qu'il y a encore des questions, du coup? Est-ce que vous avez des questions dans le public? Ah. Je ne peux pas répondre à une question pareille. Je ne sais pas si ça a été enregistré. Mais Jacques, tu sais pas? Non. Mais ça a été écrit
Donc, il faut lire le livre. Ah, ben c'est dans le livre. C'est dans le j'avais livre. pas compris. Ah, oui, d'accord. Absolument, c'est dans le livre. Ben voilà, la réponse est toute trouvée pour le coup. Alors? Oula, j'ai de la réverb. On est bon du coup? On va te laisser, on va vous laisser dire le mot de la fin du coup, à tous les deux, et puis après on va repartir sur la suite. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Robert et Jacques? Non, bah écoutez, vraiment, je vous encourage à vous plonger dans ce livre. Alors, effectivement, j'ai parlé de choses un peu techniques, mais c'est pas écrit de manière technique, heureusement. Hein. C'est de la vulgarisation. Et comme le disait Robert, vous allez comprendre que certains mots qu'on prononce aujourd'hui en tahitien ont 6000 ans. Un mot comme mata pour les yeux est un mot qui était déjà prononcé comme ça il y a 6000 ans. Et comme ça, il y en a plein, hein, des mots dont vous verrez qu'ils ont une profondeur qui impressionne. Jacques en parle tout simplement parce que c'est lui qui a fait les vocabulaires du vocabulaire de Parkinson et le vocabulaire de Matra. Mais ça, c'est un autre sujet que l'on abordera demain. Ok, bon, merci alors à Robert et Jacques. Vous pouvez applaudir, hein, s'il vous plaît. Donc c'est le fabuleux voyage de la langue tahitienne. Donc c'était présenté, c'est publié chez Aerepo, donc il ne faut pas hésiter à faire un petit tour du côté de leur stand. Donc merci à tous, on va passer à la suite avec donc la prochaine rencontre, la prochaine présentation, c'est Réveiller les esprits de la Terre avec Barbara Glowzenski. Voilà, donc ça c'est juste après, dans quelques minutes. Donc le temps de 8 minutes pour être exact, et ça se passera encore une fois sur le PP. J'oublie de respirer pendant mes phrases et je devrais pas. Ah oui. Du coup, quand je lâche le micro, je... Non, tu peux t'installer, tu as 8 minutes de flottement en vrai. Hein, donc si tu as quelque chose à faire, n'hésite pas. Non, ça va. Sinon, tu peux...